Les policiers se sentent menacés, ils ouvrent le feu. Mais parfois, ils abattent d'innocentes victimes désarmées. Quand le meurtre est-il justifié et quand ne l'est-il pas? Voilà tout le problème. Parfois, les policiers tirent pour tuer. En une année, les policiers procèdent à près de 15 millions d'arrestations. Or, ils n'utilisent leurs armes que dans 1% des cas. Cela dit, lorsqu'ils ouvrent le feu, ils le font en général pour tuer. Le policier n'a qu'une fraction de seconde pour estimer la situation. Pour Ed Delmore, policier depuis 18 ans, on ne doit certes tuer qu'en dernier recours. Mais parfois, c'est la seule solution. Il doit estimer la menace, la distance qui le sépare du suspect, le contexte, la présence éventuelle de civils, la direction dans laquelle les balles vont filer. Hélas, des centaines de civils trouvent la mort chaque année dans ces échauffourées. On montre donc du doigt les bavures policières. Les jurés, les médias et les magistrats ont des années pour réexaminer l'incident. Le policier, lui, n'a qu'une fraction de seconde pour estimer la situation. Parfois, d'innocentes victimes désarmées sont donc abattues. Les bavures déclenchent alors des débats passionnés. Quand les policiers qui tuent admettront-ils enfin que personne ne les menaçait? Le sergent Dilesy Davis a fondé l'association Flics Noirs contre les brutalités policières qui cherche à endiguer la violence au sein des forces de l'ordre. Lorsque la police se déchaîne ainsi sur les gens, il y a un problème, surtout quand il s'agit de citoyens désarmés. Ces derniers s'attendent au contraire à vivre libres et en sécurité dans leur maison, leur voiture, leur environnement. La question est posée. Les policiers américains ont-ils vraiment tendance à presser la gâchette sans réfléchir? Certains policiers sont violents de nature, mais la police a-t-elle les moyens de s'en rendre compte et de mettre le holà avant que cela n'empire? Ou le recours au meurtre est-il la seule réponse pour des agents des forces de l'ordre chaque jour plus exposés au danger? Si un type pointe un fusil de chasse vers nous, on ne discute plus, il faut faire feu immédiatement. Pour dompter les agresseurs les plus violents, on apprend aux policiers à viser la plus large cible, le torse, et à faire vite. Il ne s'agit pas forcément de tuer le suspect, mais on vise les parties du corps qui le neutraliseront aussitôt. Cela dit, faut-il vraiment faire feu plusieurs dizaines de fois, comme cela arrive souvent dans les bavures? Pendant des années, on tournait autour de 2 balles et demie par fusillade. Aujourd'hui, on est passé à plus de 4 et demi. Lou Retter, ancien policier, est aujourd'hui expert auprès des forces de l'ordre. La différence est simple, c'est que les chargeurs sont plus gros. Nos armes contiennent 17 balles en moyenne. En étudiant de nombreuses bavures où il y a eu mort d'homme, on s'est rendu compte que souvent les policiers sont si stressés par la situation qu'ils ignorent combien de munitions ils ont utilisées. Mais pourquoi certains types de suspects semblent-ils particulièrement visés? Les Noirs et les Latino-Américains ne représentent que 25% de la population américaine et constituent plus de 95% des victimes de bavures. C'est vrai, le délit de sale gueule existe chez certains policiers.
Leurs supérieurs ne les surveillent pas assez et ne les blâment pas. Si la police abattait des blancs fortunés, tout s'arrêterait dès demain. Décès suspects, acharnement excessif, préjugés raciaux, tous ces ingrédients se trouvent réunis le 4 février 1999 lorsqu'Amadou Diallo succombe à New York, dans le quartier du Bronx, sous un déluge de balles. Diallo, honnête travailleur venu d'Afrique et musulman convaincu, n'a jamais été arrêté auparavant. Peu avant minuit, le 4 février, notre homme se tient dans la véranda de son appartement, tandis qu'une voiture de police banalisée croise dans les environs. Dans la voiture, 4 policiers blancs en civil, tous membres d'une impitoyable unité spéciale de la police de New York. Ils tâchaient de vider les rues de leurs armes, d'arrêter les malfrats, de s'occuper des mandats. C'était une unité d'élite composée de policiers très motivés. L'avocat John Patton défendra l'agent Sean Carroll au cours du procès. Les flics nous débarrassent de toutes ces armes. Grâce à eux, on est un peu plus en sécurité. Au cours des 2 années précédentes, cette unité a ainsi arrêté 44 000 suspects, confisquant au passage des centaines d'armes. Ces quartiers très malfamés sont surtout habités par des Noirs et des hispanophones. Mais les innocents, quelle que soit leur origine, devraient avoir le droit de sortir de chez eux en toute liberté. Robert Connasson représente la famille de Diallo. Les policiers n'arrêtent pas un blanc dans sa véranda. Ils n'arrêtent pas les blancs en pleine rue. Tandis que la voiture banalisée roule devant chez lui, Amadou regagne son appartement en passant par le vestibule sombre. Sean Carroll trouve la manœuvre étrange. Je craignais qu'il ne se livre à une activité illégale. Je pensais que quelque chose de louche se passait là. Carroll et l'un de ses collègues quittent leur voiture et s'approchent de Diallo. Ils affirment s'être alors présentés à lui. Il a fait un mouvement vers la droite et j'ai pensé qu'il avait peut-être une arme. Diallo était de dos. Il s'est retourné vers eux, son portefeuille à la main, un portefeuille noir. Carroll a alors hurlé qu'il avait une arme et la fusillade a commencé. Les 2 policiers ont tiré 16 coups chacun. On compte 16 balles dans un chargeur de 9 mm. Les 2 autres policiers ont tiré respectivement 4 et 5 coups. Ils n'arrêtent pas, ne visent pas, ils tirent, c'est tout. Un instant plus tard, M. Diallo, qui n'avait d'autre tort que celui d'avoir effectué les mauvais mouvements, trouve la mort. Les policiers auront donc tiré 41 fois en moins de 5 secondes. Amadou Diallo, pourtant désarmé, sera touché à 19 reprises. Le drame provoque un tollé général et 6 charges sont retenues contre les 4 policiers, y compris le meurtre. Dans le Bronx, les esprits s'échauffent. Le procès, très médiatique, se déroulera donc à Albany, une ville à majorité blanche. Soutenus par une armée d'avocats, les défenseurs justifient leur acte par la légitime défense, qui autorise les policiers à faire usage de leurs armes quand leur vie est menacée. Le simple fait que le policier affirme cela ne prouve rien. Il dit ça à chaque fois qu'il y a mort d'homme. This is a starter pistol. It's an exact replica in all its dimensions of a .25 caliber automatic weapon. It was this type of weapon that Sean Carroll mistook the wallet for. I just held his hand and rubbed his face. Please. Tout reposait sur le témoignage des policiers. Or, ces derniers se sont exprimés avec beaucoup de sincérité. Les Diallo ont bien compris que le racisme était la clé de l'affaire. Pourtant, leurs avocats ne parviendront pas à convaincre le jury. Personne n'a même tenté d'évoquer le problème du racisme dans le Bronx. Le racisme dont fait preuve cette unité spéciale, les actions de cette unité spéciale. On a passé tout cela sous silence.
Le drame qui s'est déroulé est le résultat des mouvements malheureux de M. Diallo et des erreurs commises par les policiers. Le fait qu'il ait été noir ou afro-américain ne change rien. Les questions de race ne sont pas entrées en ligne de compte. Après 4 semaines d'audience, le juge donne ses instructions au jury multiethnique. On nous a dit de nous mettre à la place du policier. New York retient son souffle. Les jurés délibèrent 21 heures durant avant de rendre leur verdict. What was your verdict in reference to the charge of murder in the second degree under the first count of the indictment? Not guilty. Aussitôt, des manifestations s'organisent et l'on exige une réforme de la police. Néanmoins, les problèmes soulevés par les méthodes des autorités new-yorkaises ne sont toujours pas résolus. The killing of Amadou was wrong. Il n'y a pas eu de procès. Telle était la conviction des Diallo. J'ai certes plaidé dans l'intérêt de mon client, mais j'ai aussi parlé au nom de tous les policiers de ce pays. Okay, guys, back off. Talk to Mike right now. Talk to Mike. All right, where's he hit? Aux États-Unis, au cours des dernières décennies, le nombre de policiers s'est envolé. À l'inverse, de moins en moins d'agents meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce à un meilleur entraînement et un matériel de protection plus efficace, seuls 45 officiers sont ainsi tombés sous les balles en 1999. En 1974, ils étaient 271. Pourtant, malgré ces progrès, une nouvelle menace vient peser sur la vie des forces de l'ordre. Les armes d'assaut de type militaire, qui tombent toujours plus nombreuses entre les mains des criminels. Los Angeles, Californie, 28 février 1997. La lutte pour maîtriser le monde de la rue va prendre soudain un si terrible virage qu'il conduira toutes les polices du pays à revoir leurs méthodes. On demande de l'assistance pour un probable 2-11 à la Bank of America. La Bank of America. Dans l'agence de North Hollywood de la Bank of America, 2 criminels endurcis tâchent d'emporter un butin de 3,5 millions de dollars, soit environ 3,8 millions d'euros. Leur nom, Emile Matassareno et Larry Phillips. Les 44 minutes qui vont suivre seront les plus violentes jamais vécues par la police de Los Angeles. Ce jour-là, le lieutenant Nicolas Zingo est en patrouille dans le secteur. Puisque j'avais en charge les opérations, il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire une fois sur place. Et ça vous flanque un sacré coup à l'estomac quand vous entendez un policier a besoin d'aide, on a signalé des coups de feu. Nos 2 suspects, armés comme des soldats, possèdent aussi des gilets destinés à l'origine à protéger les policiers au cours des fusillades de grande envergure. Larry et Emile sortent devant la banque et font feu autant qu'ils peuvent. On n'entend plus que le fracas des armes automatiques. Apprendre qu'un policier est touché, on voudrait ne jamais entendre cela. José Flores se précipite alors vers les lieux de la fusillade. On entendait les policiers crier à la radio. Ça vous glace les sangs d'entendre cela. Un agent se rue au secours d'un autre, tandis que des civils se terrent derrière un véhicule de police. Je devenais fou parce que je savais que mes hommes allaient se faire tuer. Ce type avait descendu de nombreux agents et il fallait tout faire pour les sauver.
Je n'ai jamais eu si peur de ma vie. Je me souviens du bruit des balles frappant le métal. Et moi je pensais, si j'en prends une dans la tête, je suis foutu. Plein d'une stupéfiante arrogance, voilà que les deux forcenés sortent sans se hâter du parking de la banque. Émile se met à rouler et réalise que Larry ne monte pas. Larry continue de marcher vers l'est avec son AK-47. Mais l'arme s'enraye et il la jette sous un semi-remorque garé au bord du trottoir. Pour sa part, Flores se dissimule derrière une Cadillac marron, tandis que Phillips tire à tout va avec son arme de poing. Je décide alors que le mieux pour moi est d'attaquer Phillips pour l'attirer. Il se met en effet à tirer dans ma direction et entre nous deux, le duel s'engage. J'avais l'impression de me retrouver dans Terminator avec ce robot invincible. On lui tire dessus, on le touche, on fait tout ce qu'on peut pour l'arrêter, mais rien n'y fait. Je devenais fou de peur, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis retrouvé là? L'échange de coups de feu ne dure que quelques secondes, mais pour Flores, il semble durer des heures. J'ai vécu toute la scène au ralenti. Quand j'ai vidé mon dernier chargeur, je voyais la balle sortir du barillet puis engager sa course. Par bonheur, la dernière balle de Flores se ferait un chemin dans le gilet protecteur de Phillips. Phillips est bel et bien mort. Le SWAT, l'équivalent de notre GIGN, peut alors se charger de son complice, Émile Matassareno. Émile se dirige à présent vers Archwood. De nombreuses voitures viennent dans sa direction et il les heurte exprès pour les arrêter puis les réquisitionner. C'est ainsi qu'il s'empare d'une vieille camionnette. Le conducteur s'enfuit alors qu'Émile installe ses armes et ses munitions dans le véhicule. Les hommes du SWAT, dans une voiture Pi, foncent pour tenter de sauver un policier d'une mort certaine. Mais ils n'ont pas compris qu'Émile est en train de charger ses armes. Ils les repèrent, le SWAT le repère aussi. Ils sortent de leur voiture, arme automatique au poing et engagent la fusillade. Blessé, en état d'arrestation, Émile Matassareno finira par décéder dans la rue. Les deux forcenés auront ainsi tiré quelques 1100 projectiles, blessant 10 policiers et 7 civils. Mais enfin, le drame est terminé. À mon avis, ce qui s'est déroulé ce jour-là est une pure manifestation du mal. Ces hommes ne ressentaient rien, se moquaient des conséquences de leurs actes. Ils étaient le mal personnifié. Après la tragédie, on nous a enfin autorisé à porter des calibres 45 pendant les patrouilles. On a pu également utiliser des munitions plus puissantes. Celles-ci permettent de transpercer les gilets pare-balles. On a aussi entraîné davantage nos hommes et on leur a donné de nouvelles armes. Il s'agit de fusils semi-automatiques qui s'avèrent très efficaces contre les gilets pare-balles ou lorsque le suspect se tient à bonne distance. Aujourd'hui, le nord d'Hollywood a retrouvé son calme, mais les plaies, tant morales que physiques, ne se referment pas. Je suis venu ici plusieurs fois pour voir ce qu'il voyait pendant qu'il me tirait dessus, pendant qu'il tâchait de me tuer et de tuer mon partenaire. Rien que ça, ça me donne des frissons, rien que d'y penser. Cet homme tentait de m'enlever à ma famille, de m'enlever à mes enfants, de m'enlever à mes collègues. C'est ici que tout cela s'est déroulé. Presser sur la détente ou au contraire retenir sa main, la décision n'est jamais plus difficile à prendre que lorsque des otages sont impliqués. Dans ce cas, il ne s'agit plus de savoir si, mais de déterminer quand. C'est ainsi qu'à Salt Lake City, un kidnappeur déchaîné va venir provoquer les policiers en retournant son arme contre son otage.
Blessée à 2 reprises par son ex-mari, cette femme parviendra tout de même à survivre. Le suspect, pour sa part, tombera sous les balles des forces de l'ordre. Certes, les policiers s'entraînent, mais rien ne pouvait préparer les hommes du shérif de Sacramento à la terrible prise d'otage qu'ils auront vécue en 1991. À 15h30, 3 frères et l'un de leurs amis, armés de pied en cap, prennent d'assaut un magasin d'information.